Bonjour, docteur Dessert. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, docteur Dessert, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et cet après-midi, docteur, on regarde la crise de la COVID-19 qui a créé ce qu'on appelle un apartheid vaccinal. Et on regarde ça avec les yeux de gens, vous spécialistes de la question, moi, je regarde la chose à distance et je me dis que c'est peut-être pas fini tant et aussi longtemps que cet apartheid vaccinal va continuer à exister, c'est-à-dire les pays riches qui ont beaucoup plus de vaccins, qui les stockent, qui en gaspillent, et les pays pauvres qui quasiment pas de vaccin pour vacciner leur population. Donc, c'est comme a dit l'OMS, tant et aussi longtemps que la vaccination ne se fait pas de manière équitable, on aura des surprises avec cette COVID-19, docteur? Oui, je pense que l'OMS a bien... Pardon? Oui, oui. Alors, je pense que l'OMS a bien énoncé le problème. Une pandémie, c'est une crise mondiale et évidemment que les pays riches pensent pouvoir s'en sortir sans s'assurer que les pays moins fortunés puissent avoir un accès abondant à la vaccination. C'est une illusion. Et c'est une illusion mais une illusion qui se concrétise d'une certaine manière, mais illusion qu'on a de la difficulté à avoir puisque on peut compter sur des vaccins dans les pays riches et dans les pays pauvres, il n'y en a pas. Illusion, c'est le fait de croire qu'avec beaucoup de vaccins à notre disposition, on s'en sort ou on s'en sortira avant les autres. Tout à fait. Non, vous avez raison. Je pense que quand je dis que c'est une illusion, là, c'est vraiment de penser que les problèmes pandémiques, en vaccinant abondamment les pays riches, ces pays-là vont être complètement sortis du problème et que le fait qu'une grande partie de l'humanité ne soit pas vaccinée, ça ne leur posera pas de problème. C'est ça qui est l'illusion, là. Alors, le nouveau variant qui vient de l'Afrique du Sud, supposément, on ne sait pas trop, mais on suppose que c'est de l'Afrique du Sud. Est-ce que ça aura pour effet, finalement, puisque tout le monde se retrouve face à un inconnu, n'est-ce pas, et on ne sait pas trop quoi faire? Est-ce que ça serait, comme a dit le président américain, peut-être l'occasion pour faire réfléchir les pays riches à distribuer équitablement le vaccin avec surtout les pays pauvres? Je pense que oui. Et puis là, on parle de distribuer des vaccins. Mais ce qu'on peut faire, et je pense qu'il y a des gens qui faisaient le parallèle avec le VIH et les traitements antiviraux pour le VIH, on pourrait aussi parler de l'ouverture des brevets et de permettre aux pays moins développés, mais qui ont quand même une certaine capacité industrielle et qui pourraient développer ou produire des vaccins si on leur donne la technologie, mais là, évidemment, d'avoir un accès rapide, abondant à des vaccins, évidemment, qui permettraient de nous sortir collectivement, mondialement, de cette crise-là. Et docteur Dessert, on n'est pas stupide non plus lorsqu'on prône une telle façon de voir. On n'est pas stupide dans le sens que on sait que les pharmaceutiques dépensent beaucoup pour arriver à un vaccin. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans, on va dire que le vaccin existe, qu'on commercialise le vaccin contre la COVID-19. On doit s'imaginer aisément que ceux-là qui ont dépensé, je parle des pharmaceutiques qui ont dépensé beaucoup d'argent, ont dû rentrer dans leur argent. Donc, étant donné aussi l'importance de cette crise mondiale, on devrait arriver à trouver un modus operandi pour permettre justement de passer outre les brevets et permettre à d'autres pays de copier le vaccin à toute fin pratique. Tout à fait. Puis je pense qu'un des points qui doit être bien connu, c'est que les compagnies pharmaceutiques, et puis évidemment on parle ici de Moderna et de Pfizer en particulier avec les vaccins ARN,
ont pu développer des vaccins ARN à cause des multiples découvertes qui ont été faites dans les dernières 10 années, qui ont été majoritairement payées par des fonds publics. Donc, ils viennent cueillir l'occasion fournie par la COVID pour développer des vaccins qui ont été certainement très, très utiles. Mais l'investissement fait par ces compagnies-là, c'est pas très grand par rapport à l'investissement majeur des fonds publics qui ont été payés aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout, pour développer la technologie qui mène maintenant aux vaccins à ARN. Donc oui, ces compagnies-là ont fait un investissement. Il y a plusieurs des études cliniques qui ont été partiellement payées par les fonds publics en plus. Et donc, oui, on doit avoir évidemment une considération pour le fait que les compagnies pharmaceutiques ont fait des investissements, mais encore une fois, là, ils sont ils recueillent le fruit d'un effort scientifique généralisé et dans lequel leur propre contribution reste, je dirais, là, pas aussi grande que ce qu'ils voudraient nous faire croire. Alors, docteur Dessert, on semble parler de deux mondes lorsqu'on parle des pharmaceutiques. C'est le monde de l'argent, en bon québécois, on dirait de la grosse argent. Par rapport au monde de la politique, les dirigeants qui ont investi dans le développement de ces vaccins-là, etc., et qui semble aller dans le sens des demandes de ces pharmaceutiques, à savoir protéger encore ces brevets, regarder et conserver ces lois sur les brevets, n'est-ce pas, et empêcher à toute fin pratique à d'autres de copier ces vaccins-là. Est-ce qu'il n'y a pas, à la rigueur, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions sur le fait que ces gouvernements semblent se taire et semblent utiliser, je parle de ces grands pays, les pays comme des pays de l'Occident, n'est-ce pas, qui ont la possibilité d'avoir beaucoup de vaccins, semblent semble se taire sur et laisser faire à toute fin pratique ces grandes entreprises pharmaceutiques. Est-ce que c'est pas une forme de complicité face à cette grave crise que nous traversons? Ben, je pense que en fait, il y a certainement des interventions que pourraient faire les autorités politiques de tous les pays. Et évidemment, je pense que le problème, il existe non seulement pour la COVID, mais pour l'ensemble des traitements qui sont disponibles ou en fait fabriqués par les compagnies pharmaceutiques, pour lesquels, avant d'avoir je dirais, accès à ces médicaments-là à des prix qui deviennent raisonnables, c'est vraiment extrêmement long. Donc, oui, les autorités politiques, et dans le cadre de la COVID, ils pourraient très bien dire, écoutez, actuellement, c'est un effort des autorités sanitaires mondiales et oui, que, par exemple, les compagnies qui ont développé ces vaccins-là, j'allais dire, garde l'Europe, l'Amérique, le Japon, la Corée, les pays les plus riches, pour dire, nous, on vend nos vaccins ici et on permet à des pays qui sont capables de fabriquer des vaccins à moindre coût de les faire pour des pays qui sont moins favorisés. Donc, augmenter la production et oui, peut-être réduire un peu les profits de ces compagnies-là, mais les profits, ils les font d'abord dans les pays très riches. Alors, ça n'aurait pas entamé tant que ça leur marge financière. Docteur Dessert, ça nous donne, quant à moi, une impression qu'on considère en Occident que les vies en Occident sont supérieures aux vies dans les pays sous-développés à toute fin pratique, parce que il suffit d'avoir beaucoup de vaccins et sur lesquels on se repose, n'est-ce pas, et on se dit peut-être une troisième, peut-être une quatrième dose, et quand vous voulez, des doses en veux-tu, en voilà, et peu importe si ça continue dans les pays sous-développés, les pays moins riches, docteur Dessert, c'est
c'est le côté le plus sombre de l'humanité. Ben oui, puis je dirais que c'est certain que les autorités politiques d'un pays se sentent redevables en premier lieu à leurs citoyens. Et c'est clair que si, par exemple, les autorités sanitaires canadiennes avaient dit bon, on s'est fait promettre 5 millions de doses, ce qui nous permet de fournir des vaccins au mois de janvier, février, mars, mais on en envoie 2,5 millions à l'extérieur du Canada pour aider les pays qui sont moins nantis. C'est sûr que politiquement parlant, c'est extrêmement difficile. Les autorités politiques peuvent avoir plus de capacité de fournir des doses par un système comme COVAX, où là, ils mettent un montant d'argent qui permet de sécuriser des doses pour les autres pays. Mais évidemment, il faut que ce qu'il y a dans les mécanismes de redistribution mondiale soit suffisant, soit à la hauteur des besoins au niveau mondial, et que, évidemment, ça soit pas, oui, vous allez avoir des doses, mais dans 3 ans, il faut que ça soit assez rapidement. Professeur, il y a la position de l'OMS sur la question par rapport à une 3e, une 4e dose. L'OMS dit il faudrait d'abord regarder une première dose pour les pays sous-développés. Or, on semble vouloir, surtout du côté des États-Unis, y aller d'une 3e dose. Professeur, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Moi, je pense que c'est certain que dans les pays occidentaux, actuellement, il y a une tendance à aller vers une dose de rappel pour les personnes de 18 ans et plus. Le Canada est en train de regarder cette question-là. C'est sûr que quand on regarde au niveau de l'efficacité des vaccins, l'efficacité contre les issues graves, les hospitalisations, les décès, les vaccins fournissent une excellente protection. Est-ce que la dose de rappel va réduire les hospitalisations qu'on voit chez les vaccinés? Peut-être, ça reste à démontrer, mais c'est certain que le problème actuel, c'est que le nombre de doses disponibles, il est limité, et donc si les pays les plus fortunés achètent toutes ces doses-là à gros prix, il n'en reste pas pour l'ensemble des autres pays qui sont, encore une fois, là, au balbutiement de leur campagne de vaccination parce qu'ils n'ont pas de doses. Et ça risque de créer un double standard. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le monde deux mondes, le monde des vaccinés et le monde des non-vaccinés, avec des frontières, avec des barbelés, empêchant ces gens des pays non-vaccinés à pénétrer dans les pays vaccinés. Oui, bon, en fait, je sais pas si il y a des barbelés là qui sépareront les, c'est une image, vaccinés et les non-vaccinés, mais c'est sûr que moi, je trouve que c'est extrêmement dramatique qu'actuellement, la production mondiale ne permette pas d'alimenter très rapidement les pays qui, encore une fois, là, représentent la majorité de la population humaine. Et ça, c'est dû au fait que actuellement, les brevets pharmaceutiques sont gardés jalousement par les compagnies qui ont développé ces vaccins-là. Et donc, c'est quelque chose qui serait absolument possible de faire changer, là. Dernière question, docteur Dessert. Avec Omicron, l'OMS a rappelé que ce n'est pas une bonne pratique que de fermer les frontières. Les autorités sud-africaines ont dit également que ça donne l'impression que lorsqu'on découvre un nouveau variant, qu'il faut s'en garder, il faut se garder d'en parler parce que ça va causer des problèmes aux pays qui déclarent un nouveau variant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on dit qu'il faut apprendre
à vivre avec le virus et que ce virus-là va se muter, va prendre des formes et d'autres formes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne pratique, selon vous, que de fermer les frontières lorsqu'on découvre un nouveau variant dans un pays? Ben, je pense que généralement, les variants qui vont poser problème, lorsqu'on va les découvrir, si je peux appeler ça les découvrir, c'est parce qu'ils sont déjà assez abondants dans une région du globe. Maintenant, ce qu'on a pu voir, c'est que les virus, les variants qui sont très contagieux, généralement, vont être capables de se disperser rapidement. Et si on prend l'exemple du variant Delta, même au moment où on a vu un peu plus ce qui se passait avec le variant Delta en Inde, ben, il était déjà bien établi au Canada. Le variant Omicron actuellement, je pense qu'on détecte chez certains voyageurs ce variant-là, mais il est vraisemblable qu'il a déjà été importé dans plusieurs pays européens, probablement aux États-Unis, possiblement aussi au Canada. On en a des cas, mais est-ce qu'ils sont maintenant en train de se transporter dans la population? Ça, pour le moment, on ne le sait pas, mais c'est quelque chose qui sera à voir là, par la suite. Là. Docteur Gaston Dessert, épidémiologiste et chercheur à l'INSPQ, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ben, ça fait un plaisir. Bonne fin d'après-midi. À vous aussi, docteur. Merci. Au revoir.